Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 8 septembre, le riz, la denrée la plus consommée par les Ivoiriens, connaît une augmentation de prix considérable. L'Inde, principal exportateur mondial, a stoppé ses exportations, entraînant une hausse des cours mondiaux. L'année académique 2023-2024 dans l'enseignement technique et la formation professionnelle va bientôt débuter. Les grandes dispositions pour cette session ont été présentées par le ministre de tutelle. Et puis le champion du monde, récent médaillé d'or du Grand Prix de Paris, prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien, Cheikh Salah Cissé sera l'invité du 19h50. Nous reviendrons sur son actualité riche et son engagement pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil national de lutte contre la vie chère veut s'assurer de la disponibilité et du respect des prix des manuels scolaires sur le marché en cette période de rentrée. Les responsables de cette structure ont visité les locaux d'une maison d'édition de ces manuels, une occasion saisie par la secrétaire exécutive du CNLVC pour appeler les parents à dénoncer tous les libraires qui pratiquent des prix illicites. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedo. À quelques jours de la rentrée scolaire, les travailleurs de cette maison d'édition des manuels scolaires préparent les paquets pour alimenter les différentes librairies du pays, à l'effet d'assurer la disponibilité de ces fournitures scolaires sur le marché. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, s'y est rendue ce vendredi avec son équipe pour s'assurer que les parents d'élèves pourront trouver dans les différents points de vente tous les manuels dont ils ont besoin pour leurs enfants au prix homologué par l'État de Côte d'Ivoire. Et sur ce point, la direction de cet établissement s'est voulue rassurant. Les éditeurs peuvent rassurer les parents, les livres seront disponibles. Nous encourageons les parents à s'adresser à des libraires professionnels. Ceux-là pratiquent les prix qui sont arrêtés en concertation avec l'État et c'est ce prix-là qu'ils doivent payer, qu'ils soient à Abidjan comme à Korogo. Les maisons d'édition sont chargées de la conception du livre. C'est un maillon essentiel de la chaîne de production du livre. Une chaîne de production à laquelle l'État apporte son soutien à travers la prise en charge des frais d'édition et l'exonération de taxes sur les livres importés. Autant d'investissements pour s'assurer que chaque enfant de Côte d'Ivoire dispose de ces manuels à des prix raisonnables. Les livres au programme scolaire sont disponibles, ont été produits en quantité suffisante et donc personne ne peut prendre pour argument un quelconque déficit pour faire des prix au-delà de ce qui a été homologué. Si les parents d'élèves se retrouvent dans une situation à devoir payer un prix au-delà de ce qui est réglementé, qui immédiatement saisissent le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en appelant le numéro vert gratuit, le 1343. Les prix homologués des manuels scolaires sont disponibles sur les sites internet des maisons d'édition. L'application de ces prix est contrôlée par les équipes du ministère du Commerce sur l'ensemble du territoire. Le riz, denrée alimentaire la plus consommée par l'ensemble de la population ivoirienne, notamment pour ses avantages économiques, subit une augmentation de prix considérable. L'Inde, qui assure 40% du commerce mondial du riz, a décidé d'interdire ses importations pour préserver ses stocks, entraînant une hausse de 10% sur les prix mondiaux. Une hausse qui fait réagir la population et le gouvernement ivoirien. Reportage de Stéphanie Côté et de Cheikh Bleu. Sur les réseaux sociaux, c'est la panique. Le prix du kilogramme du riz est en hausse. Les nouveaux prix sont affichés par des internautes alarmés. Pourtant, cette denrée alimentaire est la plus consommée par la population ivoirienne. C'est vrai, vous ne mangez pas riz rizière, mais le prix là, si on sait, vous allez diminuer. On n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Notre une fois aussi, vous allez compliquer ça. Pardonnez. C'est la crise dans le secteur. Sur le terrain, la flambée brutale du prix du riz a occasionné une réunion immédiate entre acteurs de la filière, le ministre du Commerce et le Conseil national de lutte contre la vie chère. Les raisons évoquées sont entre autres l'interruption de la fourniture du riz par l'Inde. Le prix du riz sur le marché international a subi quelques perturbations. L'Inde a interdit l'exportation de certaines qualités de riz. Le Vietnam connaît une augmentation de prix suite à une forte demande. Le Pakistan, lui, a mis un prix
minimum à l'exportation. Toutes ces choses mises bout à bout ont fait que les prix à l'international du riz ont augmenté. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour voir comment, ensemble, on va essayer de maintenir au maximum les prix. Il n'y a pas de pénurie de riz en Côte d'Ivoire. Donc il ne sert à rien que les consommateurs puissent aller faire des achats paniques en fait au niveau des supermarchés, au niveau des magasins pour pouvoir conserver des produits à la maison. Ce n'est pas nécessaire, les produits sont disponibles et ils pourront être à leur disposition à tout moment. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. Pendant ce temps, dans les marchés et supermarchés, le constat est amer. Le prix du riz ne fait plus sourire les consommateurs et vendeurs. C'était 14 750, c'est venu jusqu'à 17 000. Chaque jour, ça augmente. Non, avant que les prix montent, là, le riz, là, quand on met dans les magasins, ça ne dort même pas. Les mêmes jours, ça se quitte. Mais maintenant, avec les prix, là, on ne voit même pas les clients. On prend le riz là pour se défendre. Donc si le riz aussi doit être cher, là, on va manger quoi? On ne va pas passer notre temps à manger la ticket ou le pain. Vous voyez, non. Il y a d'autres qui n'aiment pas le riz moins cher. Moi, comme ça, là, le riz local, là, moi, je le consomme pour la bouillie. Plus ça monte, nous sommes obligés de serrer un peu le ventre. C'est vrai qu'on vend le riz, mais nous sommes les consommateurs après tout. Bon, quand le prix est excessif comme ça agit sur tout le monde. Mon souhait le plus ardent, c'est que l'État mène une politique qui est vraiment fiable pour que tout le monde puisse en bénéficier. La Côte d'Ivoire, classée 4e pays d'Afrique de l'Ouest en termes de production de riz, devant le Sénégal, selon l'agence ECHO, soit une production de 1,400 millions de tonnes. Mais il en faut encore plus pour combler le besoin national. L'année académique 2023-2024 dans l'enseignement technique et la formation professionnelle est divisée en 2 semestres avec un congé exceptionnel en raison de la CAN que la Côte d'Ivoire va abriter. L'annonce a été faite ce matin lors de la réunion de rentrée qui s'est tenue au lycée technique d'Abidjan. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi N'Guessan, a réitéré sa volonté d'accélérer la rénovation des contenus pédagogiques des programmes afin d'assurer l'adéquation formation-emploi. Salif Yalekoué, Tanguy Conan. Le premier semestre du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 12 janvier 2024, le second part du lundi 12 février 2024 pour s'achever au vendredi 14 juin 2024. Tel est le découpage de l'année scolaire du secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce programme a été dévoilé lors de la réunion de rentrée. Un congé exceptionnel est prévu du vendredi 12 janvier 2024 au dimanche 11 février 2024 inclus, en raison de la Coupe d'Afrique des Nations sur les bords de la lagune Ébrié. À cette tribune, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi N'Guessan, a annoncé plusieurs réformes et programmes, notamment la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures dans différentes localités. Lorsqu'on parle de réforme au niveau de notre secteur, nous visons principalement 2 choses. D'abord, accroître les capacités dans le secteur de la formation professionnelle et améliorer l'enseignement et la formation de sorte à attirer le maximum de jeunes dans le sous-secteur, de sorte aussi à former au métier et à satisfaire les besoins des entreprises. Donc, pour l'année qui va commencer, nous allons poursuivre ces efforts de réhabilitation, de construction, mais aussi de renforcement des capacités des enseignants d'abord, des formateurs, et rechercher aussi des partenariats, de faire en sorte qu'il y ait cette mobilité au niveau de notre secteur, qu'il soit recruté par les entreprises. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités et partenaires du ministère de l'Enseignement technique, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Notre système éducatif dans sa globalité se caractérise par quelque chose qui est connu, l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Et l'une des stratégies mises en place par le gouvernement pour remédier à ce problème systémique, c'est de faire en sorte que notre dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle soit renforcé. Donc aussi bien en termes de quantité d'apprenants, mais également en termes d'offres de formation dans ce sous-secteur. Donc pour toutes ces raisons, il était de mon devoir de venir appuyer tout ce qui est en train d'être entrepris par mon collègue en termes de réforme du sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle. Un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité
gage d'une insertion réussie et durable des jeunes, est le thème central de cette année scolaire. C'est bientôt la rentrée des classes. Les élèves retrouveront le chemin de l'école avant le jour J. Les établissements mettent tout en œuvre pour les accueillir dans un cadre agréable. Opération dépoussiérage, Peau Neuve, Bénédicte Siluet, Eric Kimo. À quelques jours de la rentrée scolaire, dans cet établissement situé à Marcouri, l'heure est aux préparatifs. Inscription, jardinerie, élaboration de l'emploi du temps, tout est fait pour accueillir les enfants dans un beau cadre académique. Nous sommes en train de faire le toilettage de toutes les salles. Nous sommes en train de couper les herbes, rendre la cour beaucoup plus belle, en train de mettre quelques couches de peinture pour que déjà les enfants soient dans un cadre meilleur le lundi. Pour les parents venus inscrire leurs enfants, c'est une satisfaction de voir ces travaux. Seul bémol, les inscriptions physiques prennent trop de temps. Je trouve que cette année, c'est un peu long quand même. On me dit qu'il n'y a pas de connexion, il faut descendre pour souscrire avant de remonter. Bon, je trouve que c'est un peu long. Ça se passe bien. Il y a quelques parents d'élèves qui sont venus. À Yopougon, M. Boloubi est en plein travaux. Ici, les préparatifs passent par la réhabilitation des bancs, le nettoyage des toilettes et même la confection de tenues pour le sport. Nous sommes déjà à la tâche parce que c'est déjà le 11 est arrivé. Et donc, moi-même qui suis le directeur, j'ai commencé la confection des emplois du temps. Et puis ensuite, j'ai appelé des menuisiers pour essayer de voir un peu les tables-bancs qui dansent comme on le dit. Ils vont un peu renforcer l'équilibre des tables-bancs. Et puis bon, il y a une technicienne de surface qui est en bas là, qui s'occupe des toilettes. Je l'ai appelée hier également. Elle a un peu nettoyé les toilettes. Cet établissement bilingue à Cocody est presque prêt à 4 jours de la rentrée scolaire. Pendant les vacances, il y a eu pas mal d'herbes. Nous avons commencé le nettoyage. Nous venons juste de terminer les peintures. Il reste maintenant à l'installation du matériel. Voilà, comme vous venez le constater, il y a un peu de bazar ici. À ces préparatifs, les écoles primaires ne sont pas épargnées. Dans cette école, M. Janvier Kwame, directeur de cet établissement, s'y est pris depuis les vacances pour offrir une belle verdure aux tout-petits. Seule difficulté, le retard des parents à inscrire les enfants. Nous avons commencé à faire certains travaux, notamment l'entretien des toilettes, la réparation des tables-bancs usées. Et puis, vous allez le constater, au niveau de l'embellissement, quelque chose a été fait pour rendre le cadre un peu plus sain, afin que les enfants aient l'envie de rester à l'école, surtout les tout-petits. D'après le ministère de l'Éducation nationale et l'alphabétisation, la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 11 septembre. Le découpage se fera en 3 trimestres, comme les années précédentes. La liste du RHDP aux dernières municipales dans la commune du Plateau, conduite par Fabrice Sawignon, a déposé un recours en annulation des élections. Des membres et avocats de cette liste ont fait cette annonce face à la presse ce vendredi. Cette liste, qui a donc perdu les élections, dénonce des anomalies dans la liste électorale et le déficit des agents de la CEI. Salif Yalikwe, Eric Kimou. La liste du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au municipal du 2 septembre dernier, conduite par Fabrice Sawignon, a dénoncé de nombreuses irrégularités liées à ce vote, d'où un recours en annulation de ces résultats du 10 scrutin où elle a été déclarée perdante. Ce recours vise surtout à faire annuler les résultats du 10 scrutin parce qu'à la place d'une élection transparente devant traduire le choix des populations du plateau a été organisé ce 2 septembre un simulacre d'élection qui fut au vu de son déroulement et de son déploiement, un chaos orchestré. Les opérations de vote ont démarré à 10 h dans certains bureaux de vote et à 12 h, voire 15 h ou 16 h dans d'autres bureaux de vote, là où elles devaient normalement et légalement commencer à 8 h du matin. Ce retard exceptionnel et inédit est dû au fait que le matériel électoral était soit inexistant, soit inopérant en l'absence d'encre indélébile, de tablettes, morpho,
scellés, etc., etc. Quant au déficit d'agents de la CEI en nombre, il a entraîné un recrutement massif sur place de votants qui ont été intégrés directement au personnel de la CEI dans les bureaux de vote sans formation préalable. Ces graves irrégularités ont ainsi occasionné le long retard accusé au démarrage du scrutin, alors même que les 9 heures de vote légal ne pouvaient plus être logiquement rattrapées. Pour rappel, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI aux élections municipales dans la commune du Plateau, Jacquewo Gabriel, a été déclaré lundi vainqueur de ce scrutin par la Commission électorale indépendante, CEI, avec un score de 59,30% des voix, devant Fabrice Sawignon, le candidat du RHDP, qui a obtenu 31,51% des suffrages exprimés, et Guy Monet, le candidat du PPACI, le Parti des peuples africains, crédité de 7,87% des voix. Champion du monde, le taekwondoïste ivoirien Cissé Cheikh Salah est désormais sacré médaille d'or des Open Grand Prix de Paris. Il a en effet été porté haut du podium de cette compétition avec sa victoire contre le Britannique Caden Cunningham dans la catégorie des plus de 87 kg. On fait le point avec Niki Mamoussa. Cissé Cheikh Salah confirme son rang de leader mondial dans la catégorie des plus de 87 kg du taekwondo. L'Ivoirien a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris. Opposé au Britannique Caden Cunningham, Cheikh Salah a d'abord dominé la rencontre avant de s'imposer, au dernier round, 5 contre 2. Un succès qui permet au tireur d'obtenir 60 points et de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'Ivoirien remporte ainsi sa 5e médaille d'or de la saison, après le championnat du monde, les Grands Prix d'Égypte, de Bulgarie et de Turquie. Les étoiles de Cissé Cheikh Salah cette année sont plutôt bien alignées puisqu'à la 10e édition de la Journée nationale de l'excellence, tenue le mardi 5 août, il a été distingué dans la catégorie du meilleur athlète. Le numéro 1 des plus de 87 kg célèbre ainsi de la plus belle des manières cette qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, aux côtés de 82 autres personnalités. Cissé Cheikh Salah qui est donc ce soir l'invité du 19h50. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, rien ne m'a été donné, c'est ce que vous dites quand vous parlez de votre parcours. Est-ce que aujourd'hui votre revanche sur la vie, c'est de tout prendre? Médaillé d'or, médaillé olympique, champion du monde, Grand Prix, champion d'Afrique et j'en passe. Oui, ma revanche, c'est de plutôt donner une autre image à l'Afrique. Donner une autre image de la jeunesse africaine, ivoirienne aussi. Et voilà, c'est une mission pour moi, parce qu'au taekwondo, j'ai tout gagné. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est à travers ce que je fais, d'essayer de faire rêver mes jeunes frères, afin qu'ils puissent réaliser aussi leurs rêves. Ouais. Et justement, vous gagnez des titres, mais vous donnez aussi beaucoup à ce sport, le taekwondo, qui est aujourd'hui le second plus pratiqué, en tout cas en Côte d'Ivoire. Vous avez fait un don de plus de 30 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne. Est-ce que c'est un don pour permettre aux jeunes qui vous regardent briller sur le toit du monde de pouvoir rêver aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai commencé, on s'entraînait à même le sol. Et malgré qu'on s'entraînait à même le sol, j'ai pu faire champion olympique, champion du monde. Donc imaginez un instant que ces jeunes-là ont les moyens de s'entraîner, ils ont des équipements adéquats. Et donc, c'était un peu dans cette optique-là que j'ai fait ce don à la fédération. Ouais. Alors, on vous a vu, vous êtes désormais prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien. Vous êtes même vu confier une mission par le président de la République qui vous charge de parler à la jeunesse. Quel est votre message aujourd'hui pour cette jeunesse ? Oui, d'abord, j'aimerais remercier le président de la République qui, le prix d'excellence. L'excellence est appréciée en Côte d'Ivoire et c'est depuis 2013, ce prix-là existe. Ça fait 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans et voilà, je tiens à remercier le président de la République de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là aussi d'être motivés dans ce qu'ils font et d'essayer d'être excellents. Et donc, c'est important pour moi de motiver cette jeunesse-là et je pense que je suis sur la bonne voie et j'ai de bons retours concernant ces jeunes-là qui veulent vraiment, qui prennent de mes conseils, qui essaient de faire comme moi, pas seulement dans le taekwondo, mais dans tous les domaines. Et c'est très intéressant, c'est énorme pour moi. Ouais.
Et quand on parle du taekwondo, vous avez de grands espoirs pour cette jeunesse, pour ces licenciés qui sont inscrits en club? Oui, bien sûr. Le nombre de licenciés a doublé ou même triplé juste après les Jeux Olympiques de Paris. Et je pense que ça continue parce que j'ai fait champion du monde. Ça continue. C'est un sport voilà, qui n'a pas commencé par moi. Parce qu'il y a de très grands maîtres, maître Patrice Reuma qui a été un grand champion, le président aussi, Cheikh Daniel, que je tiens à remercier pour tout ce qu'il a commencé pour le taekwondo avec notre centre ivoiro-coréen que vous connaissez. Il y a vraiment quelque chose d'énorme dans ce sport-là. Il y a aussi de nombreux talents, je ne suis pas seul. Il y a Ruth Gbagbi aussi qui fait un énorme travail dans sa catégorie. Il y a des jeunes, il y a une bonne relève et je pense qu'il faut une bonne gestion pour pouvoir exploiter tout ce potentiel-là. Alors, vos derniers résultats sont exceptionnels. La prochaine grande échéance, ce sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour lesquels vous êtes qualifié. Est-ce que pour le moment, on a envie juste de profiter de cette qualification-là ou on a déjà l'objectif de la victoire qui est dans un coin de la tête? L'objectif est toujours dans un coin de la tête, mais pour l'instant, voilà, je vais aider mes jeunes frères parce qu'on a la possibilité de qualifier encore 3 personnes. Il y a Ruth Gbagbi qui va bientôt se qualifier. Il y a 2 jeunes qui vont faire des qualifications sur le plan africain. Donc, mon objectif en tant que grand frère, je vais essayer de les aider pour qu'on puisse être le maximum de personnes à Paris. Et voilà, et c'est bien évidemment aussi se préparer dans de très bonnes conditions parce qu'on ne va pas aux Jeux Olympiques comme ça. Il faut une très bonne préparation afin de représenter la Côte d'Ivoire à ces Jeux-là. Ouais. En tout cas, les Ivoiriens vous apprécient, ils vous le rendent bien et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite si c'est chez Xaler. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation du JT de NCI. Merci beaucoup à vous. Ouais. Alors on continue ce journal en parlant toujours de sport en marge de la rencontre, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui va opposer la Côte d'Ivoire au Lesotho. Ce samedi au stade Laurent Pokou de San Pedro a eu lieu la cérémonie officielle de remise de clés de l'enceinte sportive. C'était ce vendredi matin en présence des autorités de la ville, du ministre des Sports, mais aussi de la famille de l'homme d'Asmara à qui on a rendu un vibrant hommage. Reportage de Malik Traoré, Armel Yao et Hervé Caissier. San Pedro. Le nouveau stade très attendu affiche une fière allure. Avec une capacité d'accueil de 20 000 places, ce stade a été construit à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 14 janvier au 11 février 2023. Baptisé stade Laurent Pokou, ce joyau a été livré ce jour en présence de plusieurs autorités administratives et sportives, dont Dan Opelin, ministre des Sports. Occasion pour le premier responsable de rendre hommage à l'homme d'Asmara qui a fait ses beaux jours dans le milieu sportif en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour pour notre pays qui sera inscrit dans les annales du sport en Côte d'Ivoire. Il y a eu un homme de grand talent, Laurent Pokou. Et aujourd'hui, nous sommes venus l'immortaliser. L'immortaliser pour qu'il trace. Et nous sommes là pour lui rendre cet hommage mérité. Mais en même temps, rendre hommage à tous ces dévanciers qui ont travaillé pour porter haut le flambeau de notre pays sur des podiums et dans les stades, qui ont fait résonner la bidjanaise partout dans le monde. Avant lui, d'autres personnalités étaient à cette tribune. Je ne peux témoigner sur sa carrière parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Quand je l'ai vu jouer pour la première fois, j'étais un enfant. Il nous a fait voir le football sous une autre facette. Exceptionnel, un footballeur unique. Touché par l'hommage rendu à Laurent Pokou, sa famille a remercié les autorités ivoiriennes pour ce geste symbolique. Il a plu à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de marquer son accord par le sceau de sa signature afin que ce joyau architectural sorti des terres humides de San Pedro soit dédicacé à Laurent Pokou. Cet instant mémorable et inoubliable est si important pour nous. Sa famille biologique, représentée ce soir par ses enfants. À ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs infrastructures sportives, dont le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Alassane Ouattara, le stade de Yamoussoukro, le stade de la Paix de Bouaké, le stade de Korogo et le stade Laurent Pokou de San Pedro. Nous présentons nos excuses pour cet incident en lancement de sujet. Il est à présent temps de refermer ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.